Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat virtuel en vue de l'élection municipale de Québec le 7 novembre prochain. Alors, merci à vous tous, à vous toutes d'être là devant vos écrans à l'invitation de la table de concertation des personnes aînées de la capitale nationale. Nous remercions également les représentants des 5 partis politiques qui ont accepté de débattre devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Françoise Guénette, j'aurai le plaisir d'animer ces échanges, mais j'invite tout d'abord Mme Judith Gagnon, qui est présidente de la table de concertation, à nous rappeler l'importance de ces élections pour les citoyens et citoyennes que nous sommes. Madame Gagnon, c'est à vous, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de vous en parler. Écoutez, les aînés veulent avoir leur place, participer socialement dans notre belle ville de Québec. Alors, ces élections-ci sont différentes parce qu'on a 5 chefs de parti, on a des équipes complètes, on a des gens qui nous proposent différentes choses. Alors, ce qui est important, c'est que les aînés comprennent bien quels sont vos programmes, quelles sont les promesses qui ont attrait, vous allez pouvoir faire pour eux, et ça va les aider à avoir un choix éclairé. Je voudrais vous remercier aussi de votre participation parce que c'est important, c'est la démocratie et on va pouvoir, les aînés et moi et l'ensemble de la population, on va pouvoir voir qu'est-ce que vous avez à nous proposer. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Gagnon. Alors, je vous présente maintenant les 5 candidats, en commençant par les élus sortants. Alors, bien sûr, on a invité tous les chefs de parti, en commençant par Madame Marie-Josée Savard, chef leader de l'équipe Savard. Madame Savard a décidé plutôt d'envoyer à ce débat quelqu'un qui connaît très bien les dossiers, puisque c'est Émilie Villeneuve, conseillère à la ville et responsable du dossier des aînés au conseil de ville. Alors, bonjour, Madame Villeneuve. Bonjour à vous. Ça va? Vous m'entendez bien? Ça me fait Bonjour. plaisir d'être ici. Avec nous également Jean-François Gosselin, leader de Québec 21 et chef de l'opposition. Bonjour, Monsieur Gosselin. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là. Monsieur Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec, élu depuis plusieurs années maintenant. Bonjour, Monsieur Rousseau. Bonjour à vous, Madame Guénette. Bonjour à vous. Monsieur Bruno Marchand, leader de Québec Fort et Fier. Bonjour, Monsieur Marchand. Salutations. On s'entend, parfait. Et enfin, Madame Jackie Smith de Transition Québec. Bonjour, Madame Smith. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, je vous en prie. Alors, bienvenue à vous 5. Je vous rappelle le déroulement de ce débat. Nous allons aborder 5 thèmes en 5 questions. D'abord, l'organisation municipale, ensuite la place et la voix des aînés dans la ville de Québec, le logement et l'habitat, la sécurité des aînés et enfin les transports et les déplacements. Alors, vous aurez 3 minutes pour répondre à chacune de ces 5 questions. Vous pouvez en profiter pour répliquer à vos adversaires, bien sûr, mais idéalement pour nous présenter vos propres propositions. L'ordre de prise de parole va changer d'un thème à l'autre et je me permettrai de vous arrêter si vous dépassez cette durée convenue de 3 minutes. Alors, merci beaucoup de votre collaboration. On s'attend à en apprendre beaucoup sur vos intentions à l'égard des aînés de la ville, d'autant plus que, selon Statistique Canada, la Ville de Québec va compter en 2026 plus de 25 % de personnes de plus de 65 ans. Ça représente beaucoup de gens. La table de concertation elle-même regroupe une 50aine d'associations d'aînés ou de retraités en tant que membres réguliers ou associés, ce qui représente des milliers de citoyens et de citoyennes qui auront leur mot à dire en novembre prochain. Alors voilà, allons-y, si vous êtes prêts, avec le tout premier thème, l'organisation municipale. Et voilà la question. Les aînés sont consultés ponctuellement par la Ville, mais ils veulent une structure permanente et spécifique au sein des instances municipales afin de s'exprimer sur des enjeux et des projets qui ont un impact sur leur qualité de vie, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Les aînés veulent habiter leur ville, s'y investir, se sentir partie prenante. Que propose votre parti pour répondre à ce besoin? En 3 minutes, et dans ce cas-ci, on commence avec Mme Villeneuve de l'équipe Savard. Mme Villeneuve, s'il vous plaît. En tout cas, moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que les aînés sont déjà une partie prenante importante dans notre ville et s'y investissent énormément. D'ailleurs, la QDR a participé à l'élaboration de notre nouveau plan d'action d'accessibilité universelle et elle siège sur la table d'accessibilité universelle également, évidemment. Elle a donc contribué activement à ce plan de 140 actions, dont 70 % concernent les aînés. Notre équipe s'engage
à démarrer une nouvelle instance. Évidemment, ça a été annoncé, mais c'est pas sexy. Il s'appelle le Conseil des partenaires où siégerait la QDR, où des discussions de plus haut niveau pourraient avoir lieu avec les décideurs des différents partenaires et la ville, évidemment. Le CIUS sera aussi présent puisqu'il y a un immense rôle à jouer auprès des aînés, mais ça va être la tête dirigeante. Et je suis très heureuse parce que la QDR a rapidement accepté d'y participer. Et comme on le fait avec tous nos projets qui touchent de près ou de loin les aînés, comme la vision d'habitation, l'agriculture urbaine, etc., bien, on s'engage toujours à avoir une représentation de ceux-ci aux consultations et y répondre présent tout le temps. Puis les aînés, bien, ce n'est pas un groupe homogène, hein? Fait que pour répondre aux besoins du plus grand nombre, eh bien, il faut multiplier les occasions de comprendre leur réalité parce qu'il y a autant de réalités qu'il y a d'aînés. Et donc, nous poursuivrons dans cette façon de faire-là pour nos prochains projets. Et nos rencontres avec les aînés sont au quotidien, hein, dans les conseils de quartier, les organismes, parce qu'ils sont partout. Et moi, ce que je souhaite, c'est évidemment poursuivre ces rencontres-là, puis pas me restreindre à une fois par mois. Nous, c'est tous les jours qu'on les rencontre. Et comme élu, moi, mon plus grand conseiller, c'est un aîné, c'est mon grand-père de 89 ans. Puis pour lui, les vieux, c'est les autres, c'est pas lui. Et pourquoi? Parce qu'il se définit plus que par juste son âge. Il se considère comme un citoyen à part entière. Et moi, c'est comme ça que je considère les aînés également. Et je vous informe en terminant qu'on va organiser dans les prochains mois un forum senior pour creuser davantage les besoins et les enjeux, surtout au lendemain de la pandémie, puis dans le contexte de nos différents plans afin de les bonifier en cours de route, comme on le fait toujours, puis je compte bien le réaliser. Merci, Madame Villeneuve. Monsieur Gosselin, je vous invite à poursuivre. Est-ce que cette idée d'une structure permanente et spécifique à votre conseil de ville, si vous êtes élu maire bientôt, ce serait une possibilité? Bien, tout d'abord, j'ai bien aimé la fin de l'allocution de ma collègue, Mme Villeneuve, là, qui a repris l'idée qu'on a justement annoncée ce matin. Je trouve ça toujours particulier lorsqu'une administration sortante annonce qu'elle va faire un paquet de choses, parce que mon réflexe, c'est toujours de me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Mais on ne vit pas dans le passé, on vit dans le futur. Et tout d'abord, avant de vous parler des actions concrètes qu'on mettra en place, je veux juste prendre 20 secondes pour vous présenter celle qui a fait l'annonce avec moi ce matin, avec un autre collègue, là, Marie-Claude Lavoie. Un petit 10 secondes. Bonjour. Bonjour, Madame Lavoie. Oui, alors, c'est ça, ce matin, on a annoncé la construction d'un centre pour aînés. Dès la première année de notre mandat, mais auparavant, il y avait une consultation publique qui était prévue. Et c'est ça. En tout cas, moi, je suis probablement une des aînées du groupe. Et j'ai travaillé dans le milieu communautaire au niveau des loisirs et avec les personnes âgées. Donc, je compte bien m'impliquer dans le dossier. Merci, Madame Lavoie. Merci. Monsieur Gosselin. Merci beaucoup. Oui, en effet, c'est que ce matin, on a annoncé dès la première année de notre mandat, on tiendrait une vaste consultation, un forum pour parler des aînés. Et on s'en allait déjà vers là. Et en fin de semaine, on a participé à une marche pour les aînés. Puis à la fin de la marche, il y avait différents intervenants qui ont pris la parole. Et c'était de la musique à nos oreilles. C'est carrément vers là qu'on s'en va, de se parler. Ça n'a pas été facile dans la dernière année et demie aussi avec la pandémie. Donc, on veut, nous, également en respectant les compétences municipales, provinciales et fédérales, on veut s'asseoir autour d'une table puis de se parler et de dire comment est-ce qu'on peut vraiment aider. On parle souvent de la jeunesse, on parle des familles, mais là, nous, on sent que c'est vraiment à votre tour. Donc, la table, ce forum-là, ces tables de discussion-là, on veut le faire tout le monde ensemble dès la première année d'un mandat. Puis, comme ma collègue, Mme Lavoie, l'a mentionné, je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais c'est parce que c'est une annonce tellement importante, on en est tellement fiers, c'est qu'on a déjà budgété un 15 millions de dollars pour un centre des aînés. C'est certain qu'on ne veut pas être ceux qui vous disent exactement qu'est-ce qui va être dedans, puis qui va le gérer, puis comment ça va fonctionner, parce que c'est votre projet, ça va vous appartenir. Nous, on veut se concentrer à définir le budget et à s'assurer que les fonds vont être disponibles.
Donc, ça va faire partie aussi de la grande réflexion, mais c'est certain que moi, sur le terrain, j'entends beaucoup parler de pétanque intérieure, en plus de tout ce qui existe déjà, là, mais la pétanque intérieure, on dirait que ça revient à chaque fois. Il y a le pickleball aussi, qui est un sport émergent pour les aînés, mais bref. Je vous arrête là, M. Gosselin. On va poursuivre. Le 3 minutes est déjà écoulé. Alors, M. Jean Rousseau maintenant. M. Rousseau? Oui, merci pour l'invitation. Je tiens à saluer les différents organismes qui constituent la table de concertation, un vaste nombre d'organismes qui font une différence dans leur milieu, et félicitations. La pandémie, elle a été dure, mais elle a été dure pour les personnes âgées. Pour les personnes de 70 ans et plus, il y a eu une période où on leur demandait de ne pas sortir. Même, elles ont été ostracisées dans des commerces. Qu'est-ce que vous faites là? Retournez chez vous. Déjà, être une personne âgée, souvent seule, c'est faire face à des difficultés, à des défis. On va en parler. Le plan d'action qui est mis de l'avant par l'équipe sortante, dont Mme Villeneuve est la porte-parole, une ville inclusive. Oui, nous souhaitons tous une ville inclusive. En regardant les différentes propositions qui ont eu au cours des 14 dernières années, on avait à une certaine époque un plan d'action pour les aînés de façon plus spécifique. On avait également le MADA, municipalité pour les personnes âgées, dans l'acronyme exemple. On a été reconnu à ce sujet. Municipalité Amis des aînés. Amis des aînés, merci à vous. Le défi que l'on a, c'est que le plan qui est présenté par l'administration sortante, il est intéressant, mais c'est un énoncé de principe. Les objectifs ne sont pas clairs, on parle d'une multitude d'actions, mais sans qu'on ait de cibles concrètes, sans qu'on ait d'objectifs spécifiques. Et ça constitue un enjeu parce que oui, on fait des choses pour les personnes âgées, les personnes aînées, mais de façon concrète, comment cela va-t-il changer le quotidien des différentes catégories de personnes âgées? Comme vous l'avez bien dit dans vos présentations à la table de concertation, en fonction de l'autonomie, en fonction de la capacité de s'impliquer, en fonction de l'aide disponible, nos aînés vivent des réalités complètement différentes. Et ça, il faut en tenir compte. L'importance des aînés ne fera que croître. Moi, j'ai bien aimé un document de consultation que vous avez produit, Aînés, force d'avenir. Les aînés sont une ressource, ce ne sont pas un passif, au contraire. Ils nous enrichissent et d'ailleurs, il y en aura de plus en plus. Bien des aînés souhaitent revenir ici à Québec pour leur retraite et on doit bien les accueillir. Pour nous, pour faire en sorte que les différentes actions de la Ville aient une portée, pour faire en sorte que les actions atteignent les buts visés, nous allons mettre en place une table permanente des personnes aînées, c'est-à-dire une commission permanente, sur le modèle de celle qui existe à Montréal. Québec a déjà eu de telles commissions, mais elles n'ont jamais été reconvoquées en 14 ans. Donc, théoriquement, comme la Commission sur la sécurité publique, elle existe toujours. Pour les aînés, ce serait une commission qui aurait justement un personnel, 2 employés et des locaux qui permettraient justement aux différents groupes, aux différents partenaires de pouvoir évaluer, scruter quelles sont les politiques mises de l'avant par la Ville et jusqu'à quel point elles sont appliquées et réalistes. Merci. Merci beaucoup, M. Rousseau. Merci. M. Bruno Marchand maintenant. Monsieur Marchand, on vous écoute. Merci, Mme Guenette. Salutations. Ah, attendez, vous avez votre micro? C'est moi, ça. Voilà. C'est parfait. Merci, Mme Guenette. Salutations à tout le monde qui nous écoute. Il y a, au tournant des années 2000, Québec était considéré comme un leader, comme une ville qui était pionnier dans le rôle qu'elle accordait aux aînés, dans la place qu'elle accordait aux aînés, par la chaire de recherche sur le vieillissement des aînés. Or, c'est plus du tout le cas. Et je pense qu'on a perdu nos lettres de noblesse. Et je pense que ça commence d'abord par une volonté du maire ou de la mairesse. L'absence de Mme Savard aujourd'hui témoigne qu'il n'y a pas là une priorité pour cette équipe-là. C'est indéniable. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'en fais une priorité. J'en fais une priorité parce que c'est un groupe important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Rousseau disait, c'est ce que je disais dans une conférence de presse dernièrement. Les aînés ne représentent pas notre passé, ne représentent pas un passif. Ils sont notre présent et notre futur. Et on a envie de bâtir avec eux et de bâtir avec eux longtemps cette ville-là. Ils font partie intégrante de la ville et on va la construire avec eux. Comme engagement concret qu'on a annoncé. Moi, je veux pas juste qu'il y ait un comité avec un peu de pouvoir ou peut-être pas beaucoup de pouvoir, beaucoup de consultations. Je veux que tous les élus soient invités au minimum une fois par mois dans les arrondissements, durant la journée, à aller rencontrer formellement des groupes d'aînés. Donc, ce sont les élus qui vont aller à la rencontre des aînés dans les différents arrondissements pour écouter les réalités, écouter les problèmes, écouter les enjeux, écouter les défis, écouter les solutions.
Et je ferai partie de ce groupe-là, je serai présent et je veux être capable d'entendre, de rencontrer ces gens-là et d'être capable d'appliquer des solutions qui seront importantes face à des problèmes qui nous seront nommés. Pour nous, c'est important de faire ce geste qui est plus que symbolique, qui est un geste qui va nous mettre en contact direct et constant avec l'ensemble des problématiques. J'ajoute qu'il y a déjà des organismes qui travaillent très bien avec la question aînée. On a parlé de table de concertation, on a parlé de d'autres organisations, qu'elles soient par arrondissement, qu'elles soient par district ou qu'elles soient à la grandeur de la ville. Moi, j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Et j'ai envie de leur dire, ce que vous faites, c'est important. Et au lendemain de la pandémie, les aînés ont souffert plus que bien d'autres de l'ensemble des contraintes qui nous ont été imposées. Dans le cas de certains aînés, ça a entaché une certaine autonomie. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de venir dire, on va trouver des solutions pour faire en sorte que les clubs d'âge d'or qui ont de la misère à se remettre sur pied, que d'autres groupes d'aînés qui ont de la misère à se remettre sur pied, après une pause, on sera là avec vous pour trouver des solutions. Parce que cette vitalité où les aînés participent dans notre ville, c'est fondamental à la construction de cette ville-là. Merci beaucoup, M. Marchand. Madame Smith, maintenant, s'il vous plaît. Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de discuter des enjeux qui touchent les personnes aînées, car c'est un sujet qui était un peu abordé, qui était vraiment peu abordé jusqu'ici. Donc, pour votre première question, elle touche la participation citoyenne et le besoin d'avoir une instance municipale qui permet aux personnes aînées de s'investir dans leur ville, ce qui est vraiment primordial. Moi, je me suis impliquée dans les conseils de quartier depuis des années, puis le fait qu'il y a un élément multigénérationnel, c'est magnifique déjà, parce que c'est comme notre candidat de Montcalm s'est exactement dit souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toutes les sagesses qu'on a accumulées pendant nos années si on n'a pas une façon de s'impliquer et appliquer nos sagesses. Donc, on veut vraiment en prendre en considération et donner une voix aux années. Donc, il y a un modèle qui nous inspire énormément. Ça, c'est à Montréal. Ce n'est pas le Conseil des années, mais plutôt le Conseil des Montréalaises. Et ça, c'est un conseil vraiment des femmes qui agit comme un comité consultatif sur les enjeux qui touchent l'égalité hommes-femmes à Montréal, mais on aimerait mettre ça en place, mais vraiment pour les enjeux qui touchent les personnes aînées. Je disais aussi que la MRC des Appalaches a une instance similaire, un conseil des aînés qui ressemble à des organisations d'aînés et les organismes qui offrent des services aux personnes aînées, des représentantes et des résidences pour les aînés et quelques membres individus. Donc, je trouve que ce serait vraiment un beau modèle pour s'assurer que les aînés et les aînés aient un moyen de s'investir dans notre ville plus qu'une fois comme aux 4 ans, juste au jour de scrutin. J'ajouterais aussi que, de manière générale, c'est aussi notre vision pour tous les citoyens et citoyennes de redonner des possibilités de participation citoyenne pour que les gens soient impliqués dans les décisions de la ville de façon plus ponctuelle et systématique. On propose notamment de mettre en place un bureau de consultation publique, un organe indépendant qui aurait pour mission de mener des consultations sur les grands sujets sans que les orientations soient préétablies par l'administration en place, comme c'est le cas présentement. C'est vraiment une question pour que les citoyens peuvent proposer de bottom-up, up-down. On propose aussi de renforcer le rôle des conseillers de quartier et leur garantissent un financement dédié en ayant des budgets participatifs et en renforçant leur rôle décisionnel. Parce qu'on sait qu'on veut des instances pour nos aînés, mais aussi la possibilité que nos aînés s'impliquent avec les autres citoyennes dans une perspective intergénérationnelle. Merci beaucoup, Mme Smith. Merci de cette dernière réponse. Alors, je pense que si vous êtes à l'écoute, vous voyez il y a plusieurs solutions qui sont proposées, plusieurs modèles, effectivement, parfois des modèles qui existent ailleurs et qui pourraient être repris. Alors, voilà, on vous laisse réfléchir à tout cela. Et nous, on passe à la deuxième question, au thème numéro 2, la place et la voix des aînés dans la ville de Québec.
Et en fait, on continue de creuser cette idée de la participation sociale, puisque le vieillissement de la population oblige des changements également dans les modes de participation sociale. Alors, comment créer des lieux et des moyens de vivre ensemble? Quelle est la place des aînés dans la ville? Est-ce qu'ils sont vraiment des citoyens à part entière? Qu'est-ce que votre parti entend faire pour favoriser une véritable mixité sociale? Et on commence avec vous, M. Gosselin, cette fois. Merci. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher tantôt, j'en ai parlé un petit peu. Normalement, j'aurais dû le faire ici. Lorsqu'on parle de vivre ensemble, nous, on est dans les gestes concrets. Donc, ce qu'on a annoncé ce matin, c'est l'idée de créer un centre des aînés, un peu à l'instar de ce qui se fait à la ville de Laval, à Saint-Jérôme aussi, pour permettre des activités dans un lieu de rassemblement, pour permettre aux gens de se rassembler, puis évidemment de briser l'isolement social. Parallèlement à ça, pour tous les âges, là, pour les aînés, parce que si on prend, exemple, des statistiques, vous en avez fait mention un peu tantôt, là, mais 65 ans et plus à la Ville de Québec, c'est 110 000 personnes. Si on élargit encore plus la braquette, à partir de 50 ans, c'est 223 000 personnes à Québec qui sont âgées de 50 ans et plus. C'est 42 de la population. Donc, c'est beaucoup de monde. Donc, d'élargir ça, puis surtout d'impliquer les aînés. Les aînés, à chaque fois que je discute avec vous, ce que j'entends constamment, c'est qu'on veut être impliqué, on veut faire partie de la solution. Et lorsqu'on bâtit des projets, bien, c'est toujours mieux lorsqu'on consulte en amont, qu'on implique les gens. Ça fait en sorte que les projets deviennent des succès aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'on a annoncé ce matin. On réserve une enveloppe de 15 millions de dollars pour le faire. Maintenant, pour ce qui est du lieu, parce que la question m'a été posée ce matin, on regardait déjà quelques sites, sauf qu'on ne veut pas se restreindre à décider où il va aller parce que, évidemment, encore une fois, on veut travailler ça avec les organismes qui sont responsables des aînés. Donc, c'est vraiment votre projet, c'est à votre tour. Puis, on veut vraiment que ça vienne de vous, qu'on travaille ensemble avec mon équipe. Tantôt, c'est pour ça que je tenais absolument à vous présenter Mme Marie-Claude Lavoie parce qu'on s'est connus à l'époque, il y a déjà une dizaine d'années, alors que j'étais président du conseil d'administration du Centre Monseigneur Marcoux. Mme Lavoie était directrice générale depuis 1997 et elle je l'ai vu travailler, elle a travaillé pour aboutir au nouveau Centre Monseigneur Marcoux qui est maintenant situé à côté de l'Aréna Bardi. Dans le temps, elle tenait à bout de bras l'ancien Centre Monseigneur Marcoux qui appartenait à la fabrique. Donc, c'était des gros dossiers, mais elle connaît le milieu, elle connaît le domaine. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la présenter rapidement tantôt, mais on a d'autres personnes dans notre équipe aussi qui pourront travailler. Puis l'important, c'est de consulter en amont, puis de se parler et de décider tout le monde ensemble de quelle direction on s'en va. Merci. Donc, pour créer, entre autres, un lieu, mais il y a sûrement d'autres moyens aussi de favoriser cette mixité-là. Alors, on peut y revenir plus tard. Monsieur Rousseau, maintenant. Monsieur Rousseau, c'est à vous. Ah, il faut, oui, je pense, ouvrir votre micro. C'est bon. Merci à vous. Oui, la pandémie nous a montré l'importance de la marche, de l'appropriation des espaces urbains, de la présence, de la proximité des forêts, tout âge confondu. Ce que nous voulons mettre de l'avant dans le cadre justement de la crise climatique que nous vivons, c'est beaucoup plus la présence d'arbres, offrir aux citoyens un minimum de 500 mètres de CEGE, des mini-forêts, des forêts, des corridors verts. Dans l'esprit d'une participation citoyenne accrue, parce que c'est le cœur de ce que je suis, de ce qu'est Démocratie Québec, nous mettons de l'avant des budgets participatifs de 1 million de dollars par quartier pour que les citoyens puissent suggérer des initiatives liées au développement durable, aménagement, espace, toute autre mesure qu'ils souhaitent nécessaire. Les personnes aînées vont être essentielles pour justement cette réappropriation et, je dirais, cette domestication de l'espace public pour qu'il soit beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus aménagé, pour que les gens s'y sentent sécuritaires. On y reviendra. Un des éléments importants que la table de concertation a produit, c'est ce fameux document « Aînés, force d'avenir ». Je retrouve plusieurs inspirations, dont la création d'une tribune pour les personnes aînées non regroupées. Il y a un questionnement sur justement la qualité des consultations publiques à la ville. Trop souvent, ce ne sont que des formalités et les gens n'y croient plus.
Alors, il faut vraiment que ce soit réorienté et qu'on fasse en sorte que les gens qui contribuent, qui veulent soumettre des idées, soient pris au sérieux. On n'a qu'à nommer les PPU de Sainte-Foy et le phare pour montrer la risée de certaines consultations ici à la Ville de Québec. Ce que l'on peut faire, justement, avec une telle tribune, ce sera d'aller chercher l'input et l'intérêt des personnes aînées, des personnes âgées. Il faut pouvoir moduler nos interventions en fonction des besoins de la communauté. La communauté, M. Marchand parlait, il veut inciter ses collègues à aller voir les aînés. Bien, désolé, c'est déjà ça le travail d'un bon conseiller. Moi, je suis sur le terrain, je rencontre les aînés. J'ai rencontré des situations déplorables. J'ai vu des gens qui avaient un dynamisme énorme et qui étaient incapables d'aller de l'avant avec des initiatives qu'elles souhaitaient pousser. À un moment donné, la bureaucratie devient une excuse pour freiner les initiatives citoyennes. Donc, on peut faire beaucoup mieux. Cette fameuse tribune, il faut la travailler ensemble. La Ville peut y contribuer et faire en sorte que les individus qui vont s'y impliquer, qui seront consultés, seront pris au sérieux et respectés. C'est la clé. On peut bien mettre de l'avant des idées, mais si les citoyens se font flouer par des consultations qui ne mènent nulle part, ils débattent, ils se démobilisent. Et l'esprit ici, c'est qu'au contraire, les aînés sont une force vive, qui ont une réflexion sur la Ville, sur son avenir. Ils voient les conséquences du climat changeant. Et eux aussi veulent faire partie de la solution. Donc, tribune et budget participatif qui s'adresse à tous pour justement activer cette force d'imagination et faire en sorte que chacun puisse y contribuer. Merci. Merci, M. Rousseau. Merci. M. Bruno Marchand, maintenant. Je pense que le premier lieu où les aînés ont envie d'être engagés, c'est dans leur quartier. On a promis avec Québec Fort et Fier de construire des quartiers dans toute la ville, des quartiers vivants, des quartiers vibrants, des quartiers intergénérationnels. On a promis de faire un paradis des familles, et le paradis des familles, pour nous, c'est celui des parents, des enfants, mais aussi des grands-parents. Et pour avoir un paradis des familles, ça suppose qu'on permet aux aînés de vieillir dans leur quartier. Avec la pandémie, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vieillir là où ils sont. Mais les ressources, certains services manquent et on s'engage à développer une vision complète pour faire en sorte que nos aînés puissent vivre longtemps là où ils sont, dans le quartier qu'ils choisissent d'habiter, souvent à proximité des leurs. C'est pour nous un engagement très fort. Un quartier vivant, c'est un quartier qui implique ses aînés. Un quartier vivant, c'est un quartier avec ses aînés. On veut bâtir dans ces quartiers-là des lieux intergénérationnels. On veut bâtir des endroits que les aînés pourront visiter, pourront se regrouper, pourront rencontrer d'autres groupes d'âge, mais pourront aussi bâtir l'avenir, bâtir la ville, bâtir les quartiers. Dans nos annonces qu'on a déjà faites jusqu'à maintenant, on a témoigné qu'il y a des façons de faire, ouvrir des centres communautaires qui sont déjà existants, ouvrir des endroits qui sont inutilisés le jour pour faire en sorte que cette activité-là puisse être regroupée dans des lieux. La rencontre, ça commence par un lieu, ça commence par une capacité de se regrouper, une capacité de se réunir et faire une différence par les idées qu'on bâtit. On sera à l'écoute, on sera capable d'entendre ce que les aînés souhaitent parce qu'on souhaite bâtir dans toute la ville des quartiers forts qui incluent les aînés. Pas juste à un seul endroit, dans tous les quartiers de la ville. De Beauport à Cap-Rouge, de Val-Bélair à Québec, dans le centre-ville. Partout, on veut que nos aînés puissent avoir accès à des lieux où ils pourront être participatifs, où ils pourront avoir du loisir, peu importe leur situation, et faire en sorte que ces lieux-là soient des lieux de construction sociale. On a proposé une tarification sociale pour les transports en commun. Parce qu'on pense que oui, comme dans d'autres groupes d'âge, mais notamment chez les aînés, il y a des aînés qui vivent en situation difficile financièrement et c'est nécessaire pour leur permettre une mobilité accrue d'avoir une tarification adaptée pour qu'ils puissent utiliser le transport en commun. On a développé des solutions qui vont considérer l'ensemble des moyens de transport pour faire en sorte qu'une dame ou un homme qui s'en va faire son épicerie puisse y aller peut-être à la marche, mais puisse revenir avec un outil, une application, une carte, quelque chose de facilement utilisable en taxi ou en navet de bus ou de différentes façons parce qu'il revient. On mobilité, M. Marchand, un peu plus tard. Hein? Vous pourrez développer davantage. Absolument, mais ça fait partie de la capacité de vivre dans un quartier, de se déplacer dans un quartier. On peut y rester longtemps si on sent qu'on a accès à des ressources. Pour avoir accès à des ressources, il faut de la mobilité. Donc, pour nous, c'est important de penser à ça et c'est important de dire aux gens que l'ensemble des services qu'ils ont besoin dans un quartier devront être à proximité. Vieillir dans un quartier, pour nous, c'est pas une lubie, c'est quelque chose auquel on croit et c'est quelque chose sur lequel on va mettre l'accent et je m'y engage. Merci, M. Marchand. Madame Jackie Smith. Madame Smith, s'il vous plaît. Oui, désolée, tantôt, j'ai salué quelqu'un et en fait, comme j'ai dit, je suis au local et c'était ma première
le propriétaire de mon premier logement qui, elle avait une maison, elle était à la maison avec son mari qui était atteint d'Alzheimer's. Puis justement, le fait qu'il y avait une offre de duplex et de multilogements abordables m'a permis, lorsque j'étais étudiante, puis je viens d'arriver aussi, d'être avec une personne qui était une voisine, puis un peu plus, parce qu'on avait une certaine relation intergénérationnelle où moi, j'étais comme un peu de soutien moral, puis elle avait le sentiment de sécurité de ne pas être complètement toute seule à la maison. Puis moi, j'avais comme quelqu'un pour me guider justement dans mes démarches d'installation à Québec. Donc, c'était vraiment un moment vraiment opportun que je l'ai salué. Puis là, elle regarde le fiche de moi à la mairie. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment souligner. Pour nous, c'est essentiel que les personnes qui vieillissent restent à leur maison, restent chez eux parce que c'est justement leur chez eux. On a vu avec la pandémie qu'il y a un besoin pour offrir aux gens la possibilité de rester plus longtemps chez eux et de ne pas encourager des maisons pour des années ou les condos privés super chers qui poussent partout. Et comme vous le dites, ça veut dire favoriser la mixité sociale. Je sais qu'on parle d'habitation un peu plus bas, mais plus loin, mais pour moi, c'est incontournable. On doit se donner les moyens pour que nos aînés restent à la maison plus longtemps que possible. Aussi, on sait que, tu sais, avec l'âge, personnellement, mon père qui a 89 ans, il n'a pas prévu de vivre si longtemps, donc son revenu commence à diminuer. Et c'est pour ça qu'il faut absolument investir dans les logements sociaux et les coopératives de maisons dédiées pour soit des personnes aînées ou soit des mixités d'intergénérationnalité. On s'est engagé de notre plateforme quand on le présente lundi à bâtir 5 000 logements sociaux dans un premier mandat. C'est ce que disent les organismes sur le terrain. Il manque cruellement les logements sociaux, surtout pour des personnes aînées. Évidemment, pour nous, nos aînés puissent rester le plus longtemps maison possible, mais il faut aussi qu'elles puissent recevoir des soins à domicile. C'est pour ça qu'on propose un permis spécial de stationnement, particulièrement pour les quartiers centraux, donc pour donner ça aux infirmières ou personnes qui travaillent dans le centre public et offrent les services à domicile pour les personnes âgées. Il serait destiné aux infirmières spécialistes qui donnent les soins à domicile, comme je dis. On va s'arrêter là, Mme Smith, pour l'instant. Vous reviendrez pour parler de logement, effectivement, puisqu'on voulait vous sonder encore plus efficacement là-dessus. Alors, on va entendre Mme Villeneuve pour terminer ce deuxième bloc. Mme Villeneuve, s'il vous plaît, pour l'équipe Savard. Merci. Alors, d'abord, ma présence, je tiens à souligner que ce que ça démontre, c'est qu'équipe Marie-Josée Savard, on est une vraie équipe. On ne fait pas juste dire le mot. Hein? Et je remercie d'ailleurs ma chef Marie-Josée Savard de sa confiance de me permettre d'être présente avec vous aujourd'hui pour parler d'un dossier que je connais bien puisque je le porte depuis 4 ans maintenant. Alors, pour répondre à la question, les aînés sont déjà très impliqués et nous souhaitons maintenir cette participation active. Je connais bien la place des aînés dans notre ville et dans notre structure. Elle est majeure, puis elle va juste s'amplifier avec le temps. Mais la question que je pense qu'il faut se poser collectivement est quelle est la place des aînés dans notre vie et comment la valoriser et la reconnaître. Moi, c'est pour ça que je travaille. Pour moi, c'est clair que les aînés sont des citoyens à part entière. Les aînés, c'est le cœur de notre population et ils sont notre filet social carrément. On l'a vu avec la pandémie. Ils sont très souvent aidants naturels pour leurs parents, leurs petits-enfants. J'ai la chance de pouvoir compter sur mes parents pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et nous engageons donc à mettre en place une vision globale du bénévolat parce qu'ils sont aussi nos bénévoles dans nos organismes communautaires en très grand nombre. Alors, autant dans le domaine de la culture, des loisirs, mais aussi de l'interaction citoyenne, toutes ces directions-là vont être impliquées dans cette vision-là. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est maintenir l'engagement des aînés en bénévolat, mais le multiplier également. Et moi, je souhaite que votre travail soit reconnu, pas juste par la ville, mais par l'ensemble de la société. Et puis aussi, on encourage et priorisons les projets intergénérationnels dans nos différents appels de projets, comme celui que vous connaissez probablement tous, Madame, et évidemment, lorsqu'il y a des jeunes impliqués, ça porte fruit, on le voit, mais aussi dans nos autres appels de projets où les aînés participent en grand nombre. Je peux vous donner l'exemple de notre programme de jardin collectif sur des terrains non municipaux. Je pense à un que ma fille a profité.
C'est une résidence pour personnes aînées dans mon quartier qui a construit des bacs accessibles pour jardiner et le CPE qui était juste à côté a fait les semis, a entretenu les jardins durant tout l'été et à la fin de l'été, bien, ils se sont retrouvés pour un repas commun et ils ont poursuivi dans les respects des règles, évidemment. Là, depuis 3 ans maintenant, c'est un super projet et il y en a de très nombreux comme ça. Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est les multiplier encore. Donc, on s'engage à le faire. Et évidemment, bien, je le répète, mais ce qui est important pour moi est que vous soyez partie prenante de tous nos projets. Nous souhaitons le solidifier. Puis, je le répète, là, je ne veux pas juste que votre travail soit reconnu par la ville, mais bien par l'ensemble de la société. C'est là-dessus qu'on planche. Merci, Madame Villeneuve. Voilà. Alors, écoutez, les idées, là aussi, fusent. Un centre des aînés, une tribune dédiée aux aînés à leur réelle participation, maintenir la vitalité, la mixité des quartiers avec des services de proximité, l'aide à domicile, la valorisation des aînés, du bénévolat, des projets intergénérationnels. Alors, plusieurs idées pour pour améliorer, au fond, la mixité sociale et la place des aînés dans la ville. Voilà, c'était le thème de « Nous arrivons à parler plus longuement de logement ». Vous avez déjà abordé le sujet. Vous savez que ça fait partie d'une vision globale, effectivement, logement et habitat. Alors, voilà la question. Les aînés sont nombreux à demeurer à leur domicile. Or, les logements abordables et convenables se font de plus en plus rares. À l'instar d'autres villes, de nouveaux propriétaires rénovent des logements et haussent les prix. La rénoviction, souvent, c'est ce que ça donne. Les logements sociaux, vous l'avez dit, sont insuffisants pour accueillir les personnes à revenus limités et en perte d'autonomie. Alors, que propose votre parti pour garantir aux personnes aînées des logements de qualité? Et on commence avec M. Jean Rousseau cette fois. M. Rousseau, vous êtes le premier. Merci. La réalité du logement, bien, c'est le premier bien, c'est notre vie dans bien des cas. C'est là où on a investi. Et quitter son logement, c'est un moment déchirant. J'ai accompagné mon père dans ces derniers moments et quand il a dû quitter sa maison pour la dernière fois, c'était sa vie qui défilait devant lui. Et oui, on est rendu à une certaine époque, mais ce que la crise de la COVID nous a démontré, c'est aussi la fragilité de notre système de RPA, de CHSLD. Le défi de pouvoir s'occuper de soi ou que d'autres puissent s'occuper de nous, si l'on souhaite rester à la maison, il est entier. Ici même à Québec, on peut faire en sorte que nos aînés restent chez eux le plus longtemps possible. Nous avons tout un réseau d'organismes communautaires, de groupes qui ont beaucoup souffert parce que souvent, ce sont également des personnes âgées qui aident. Il faut revoir la politique de reconnaissance des organismes communautaires de la ville et voir comment on peut aider de tels organismes qui contribuent à maintenir notre tissu social, à faire en sorte que justement une telle aide puisse exister. C'est une mesure et on s'y engage. En ce qui concerne justement l'accessibilité au logement et autres, pour des gens qui doivent à un moment donné quitter, il faut miser le plus possible sur justement ces forces du milieu dont le mouvement coopératif est aidé. La Ville a une politique d'achat de terrain qu'elle rend disponible pour différents projets. C'est une façon de pouvoir permettre la mise en place de logements collectifs communautaires et c'est certainement quelque chose que vous nous encouragez. Nous avons vu, par exemple, qu'il y a des fondations comme celle pour les aînés d'innovation sociale qui a financé, avec l'aide de la Ville et du gouvernement du Québec, 2 projets, Habitation Vivre chez soi en face de l'hôpital Sacré-Cœur et le domaine du Parc Savard derrière l'ancien Christ-Roi. Ce sont des projets multigénérationnels et dans certains cas, il y a une présence infirmière pour aider certains groupes. Et les aînés font partie prenante de tels projets. Il me semble que c'est un exemple dont on peut s'inspirer et voir comment, justement, on peut travailler avec les forces vives et arriver à créer de telles solutions. Il y a énormément de besoins. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on doit passer à d'autres types de logements. Mais il y a aussi un appauvrissement qui s'accompagne avec l'âge et qui réduit la disponibilité d'options de logements disponibles. C'est notre défi. C'est un défi collectif et la Ville joue un rôle, mais elle peut jouer un plus grand rôle encore, justement dans cette aide d'accompagnement aux organismes communautaires, l'achat de terrain, la permission de créer de tels logements. Et ultimement, c'est d'aider les personnes qui aident les personnes âgées. J'ai des voisins ici, 80 ans, qui aident son voisin de 92 ans.
n'a plus la force, mais l'exemple mis de l'avant par Mme Smith, faciliter les stationnements d'urgence, une roue sur le trottoir pour permettre justement aux aides de venir et de ne pas avoir à payer des frais supplémentaires. Ce sont les mesures simples que nous pouvons mettre de l'avant. Une idée que vous pourriez reprendre, celle de Merci. Mme Smith. Merci, M. Rousseau. Merci beaucoup. M. Marchand, s'il vous plaît. Votre micro, M. Marchand. Voilà. Excusez-moi. Sur la question du logement, c'est vrai que c'est une question très importante. Nous pensons qu'il faut plus de logements sociaux et on va s'y attaquer. Et ça nous semble important d'arriver à des solutions rapidement, même si, et tous les partis l'ont dit, même s'il y a des enjeux qui sont liés au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, c'est important que l'équipe en place à l'Hôtel de Ville fasse les représentations qu'il faut. Ces logements-là sont nécessaires parce que c'est vrai qu'il en manque et c'est vrai que ça crée un problème, comme vous le disiez, Mme Guénette. Mais il y a aussi d'autres mesures. Certains en ont parlé, M. Rousseau en a parlé. D'autres mesures, par exemple, la fiducie d'utilité sociale qui va permettre de créer des logements abordables auxquels on a déjà annoncé la mise de fonds pour faire en sorte qu'on puisse développer des logements abordables où les gens sont propriétaires ou copropriétaires et pour s'assurer qu'il n'y a pas de rénoviction, pour s'assurer qu'on contrôle les bâtiments en question et faire en sorte que les gens soient partie prenante de l'endroit où ils habitent et ils aient du pouvoir sur ça. Mais il y a aussi d'autres moyens qu'on a déjà annoncés, notamment le fait de faciliter la transformation des maisons en maisons bigénérationnelles, pour ceux qui le voudront. C'est une demande, et présentement, pour ceux qui essaient de le faire, c'est un parcours du combattant. Ce n'est pas nécessairement simple, ce n'est pas nécessairement facile. Le statut de maison bigénérationnelle existe, mais c'est très compliqué. Alors, pour faciliter la vie des familles, parce qu'on sait que certaines familles veulent vivre à proximité, c'est une des façons qu'on peut faire en sorte de partager le travail, de partager la responsabilité, de partager la vie ensemble, et ça répond à certains besoins de certaines familles. Combattre la pauvreté, parce que le logement, c'est l'endroit où on investit le plus, et particulièrement lorsqu'on est démuni, c'est l'endroit qui est le plus important lieu dans son portefeuille, la plus importante pointe de tarte. Pour nous, c'est important. La lutte aux inégalités, on en a fait un engagement, et on va continuer et on va agir chaque jour de notre mandat. Parce que tolérer les inégalités, c'est tolérer l'accroissement des distances entre les gens. Et ça, pour nous, une ville saine, c'est pas une ville qui tolère les inégalités. C'est une ville qui les combat. C'est une ville qui prend des moyens et des moyens concrets pour faire une différence. Et parmi ceux-là, on en a déjà nommé plusieurs, mais entre autres, le soutien aux organisations communautaires. Le communautaire, c'est le filet social, c'est le filet humain qui fait en sorte, c'est le ciment entre les pierres de notre édifice et on a besoin d'avoir un communautaire encore plus fort. Alors, on a annoncé des sous supplémentaires pour venir en aide aux communautaires, un communautaire qu'on financera à la mission et non pas par projet, pour faire en sorte que ce communautaire-là puisse répondre à des besoins de citoyens, continue de créer des liens et continue d'aider des gens à demeurer chez eux, à vivre dans leur quartier, à y trouver leur compte. C'est déterminant pour nous que les gens puissent vieillir dans leur quartier, mais présentement, il n'y a pas toujours les infrastructures nécessaires, il n'y a pas toujours les services nécessaires. Il faudra s'assurer que dans tous les quartiers de la ville, c'est possible de le faire avec une panoplie de mesures qui vont venir avoir un impact considérable pour les personnes aînées dans les quartiers. Merci, M. Marchand. Merci. Mme Smith, s'il vous plaît. Oui, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je ne vais pas parler encore. Au 1er juillet, il y avait 35 ménages sans logis à Québec. Pour nous, chez Transition Québec, ça, c'est grave. Le dernier portrait de l'habitation montre que près d'un ménage sur 5 consacre 30% de son revenu au logement. C'est inacceptable. Le logement, ce n'est pas un bien, c'est un droit. Chez Transition Québec, lutter contre la crise du logement et freiner la hausse des loyers est une priorité. On a présenté un plan ambitieux. On s'engage à ce que tous les nouveaux projets d'immobilier, 5 logements et plus, aient l'obligation d'inclure 20% de logements sociaux et de logements familiaux, donc 3 chambres et plus. On sait qu'il ne manque pas de condos de luxe à Québec. Comme vous le dites bien, ce sont les logements abordables et convenables qui se font de plus en plus rares. C'est pour ça qu'il faut absolument responsabiliser les promoteurs en leur exigeant d'inclure le logement social dans toutes les nouvelles constructions, comme le fait désormais à Montréal. Et en exigeant des ascenseurs dans les nouvelles constructions pour faciliter l'accessibilité, on s'engage aussi à mettre en place une registre des baux. On sait que, vous le dites bien, souvent, il y a des propriétaires qui augmentent le loyer entre 2 locataires au-delà d'un pourcentage
standard. En ce moment, le fardeau de la preuve est entre les mains de locataires, qui est très difficile à faire et très lourde comme tâche pour les personnes qui sont déjà dans une situation où ils n'ont pas les plus gros côtés du bâton. Souvent, sur une bail locale indicante, le prix du précédent loyer n'est même pas rempli. Donc, on veut mettre en place une registre des baux. C'est renverser le fardeau de la preuve et arrêter de forcer les locataires à entreprendre des démarches administratives lourdes simplement pour avoir accès à l'information. On s'engage aussi à interdire l'utilisation des plateformes comme Airbnb pour les hébergements non reconnus comme touristiques. Au centre-ville particulièrement, ça retire beaucoup de logements du marché locatif et ça, c'est une concurrence déloyale aux hébergements touristiques qui prennent la peine d'aller chercher tous les permis requis. Enfin, on veut réclamer un moratoire sur les rénovations et favoriser les coopératives d'habitation. Et c'est pour ça qu'il faut que la Ville prenne un rôle de leadership pour l'achat des terrains. Parfait. Merci beaucoup, Mme Smith. Voilà. Alors, on va passer à l'intervention de de Mme Villeneuve maintenant. Mme Villeneuve, c'est à vous. Et ensuite, M. Gosselin. Mme Villeneuve, d'abord. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont fait un peu sourciller parce qu'il y a beaucoup, là, les collègues mélangent les champs d'expertise. Donc, moi, je vous dis, ce que je vais vous parler, c'est vraiment dans les champs de compétences de la Ville et ce respect de champ de compétences-là est très important. Moi, ce que je vais vous dire, je suis capable de le réaliser et je sais comment le réaliser. Alors, au niveau de l'habitation, nous avons une vision de l'habitation que j'ai pilotée et un plan d'action sur 5 ans. Donc, d'ici 2025, c'est 5 000 nouveaux logements, dont 50 % sont pour les aînés, incluant évidemment des logements sociaux et communautaires qui, oui, on est tributaire du palier gouvernemental provincial pour les réaliser et on fait énormément de revendications à ce niveau-là, ainsi que toutes les villes au Québec. Et on a aussi les unités qu'on a lancées au-dessus des centres commerciaux parce qu'on veut revaloriser aussi les secteurs des centres commerciaux, comme on a fait entre autres à Cap-Rouge où une résidence pour aînés est venue s'installer au-dessus d'un petit centre commercial. Donc, elle est venue aussi contribuer au développement commercial de ce petit centre d'achat-là qui allait moins bien. Alors, on travaille là-dessus et ça va très bien. Il y a également nos 400 logements accessoires parce que là, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que le bigénérationnel, c'était très, très compliqué. Sachez que, mesdames et messieurs, que le bigénérationnel est possible sur la presque totalité du territoire. C'est très marginal, là, les endroits où ce n'est pas autorisé. Je vous dirais que je pense qu'il y a quelques zones, là, j'ai compte sur mes doigts et ils sont pas mal dans mon secteur, puis c'est dû à des mobilisations citoyennes. Puis après ça, c'est que c'est pas durable, le bigénérationnel, parce que la personne aînée, par exemple, qui décide de faire un bigénérationnel, va rester pris avec son produit après, parce qu'il faut que ça soit une famille qui achète le bigénérationnel. Moi, j'ai fait 2 ans de consultation pour la vision de l'habitation et je vous dis ce que j'ai entendu et ce que les gens souhaitent, autant les aînés que les familles, c'est de pouvoir avoir une unité supplémentaire, un logement supplémentaire, une unité accessoire, donc ça peut être un logement au-dessus du garage, en fond de terrain, etc., pour pouvoir multiplier les possibilités d'utiliser son patrimoine immobilier. Donc, nous, on travaille là-dessus. On a fait une consultation cet été. On est très avancé au niveau des unités accessoires et on pense arriver dans les prochains mois là, avec une réglementation pour l'autoriser. Et il y a énormément de gens qui m'ont contacté, particulièrement des aînés qui ont une multitude de projets. Parce que, je le répète, il y a autant de réalités qu'il y a d'aînés, donc il n'y a pas de solution unique. Et avec les unités accessoires, les solutions seront multiples. Et pour revenir, parce qu'on parle aussi de milieu de vie durable, c'est l'ancrage de la vision de l'habitation, le milieu de vie durable. Alors, nous, on s'est engagé à aménager des lieux de rencontre dans tous les quartiers. Et déjà, vous l'avez vu, dans plusieurs de nos quartiers, il y a des places publiques, il y a des lieux de rencontre. Alors, on les multiplie et même en hiver. Merci, Mme Villeneuve. Monsieur Gosselin, pour terminer ce thème. Monsieur Gosselin, c'est à vous, s'il vous plaît. Oui, merci. La semaine dernière, nous avons annoncé la création de 5 000 logements sociaux, 1 000 logements abordables aussi dans un horizon de 10 ans. On s'est engagé aussi à maintenir là, le 15 millions de dollars pour acheter des terrains, pour réaliser des projets autant de logements sociaux que logements abordables, pour que ce soit disponible au plan des investissements quinquennaux.
Peut-être la seule différence, c'est que nous, ça ne sera pas strictement réservé le long du projet de transport en commun, mais à grandeur ville, pour avoir plus d'options. Donc, aussi, parce que j'ai entendu quelques collègues, je suis un peu d'accord avec Mme Villeneuve quand elle dit qu'il y a beaucoup de mélange là, de compétences. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment, on est à l'intérieur des compétences municipales. C'est pourquoi nous avons aussi annoncé un 10 millions supplémentaires pour aider les organismes communautaires qui, plusieurs d'entre eux, bien, sont des organismes qui viennent en aide aux aînés, comme chef de l'opposition officielle, mais surtout comme conseiller municipal dans les 4 dernières années. Combien de fois des organismes m'ont dit ou nous ont dit il nous manquerait 5 000 il nous manquerait 10 000 des petits montants pour leur permettre de faire encore plus. Ils font déjà beaucoup, énormément, avec très peu. Et ça faisait répondre par l'administration en place qu'il n'y avait plus de budget, qu'il n'y avait plus d'argent. Bref, moi, ça me brisait le cœur à chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de venir bonifier de 10 millions de dollars pour leur financement, leur financement courant. Lorsqu'on parle de logements abordables, de logements sociaux aussi, c'est important de venir faire des projets avec l'Office municipal, l'Action Habitation, qui font déjà un excellent travail, près du transport en commun, des services de proximité, des services communautaires, des services en santé, on l'entend beaucoup. Il y a quand même 51 000 ménages à Québec, là, en général, là, donc un ménage sur 5 qui consacrent 30 % et plus de leurs revenus pour se loger. Donc, c'est énorme. Il y a des besoins. Il faut bien les identifier aussi, les besoins, partout sur le territoire. Je suis d'accord aussi qu'il faut garder le plus possible les gens près de leur quartier où ils sont enracinés. On entend ça beaucoup. On entend beaucoup parler aussi encore une fois, il faut avoir des choix, il faut avoir des options de maintien à domicile. La bigénérationnelle, les maisons bigénération, c'est mon cas. C'est mon cas chez nous. Nous avons une maison bigénération. Ça aussi, ça répond à des besoins. Comme conseiller municipal, j'ai eu à travailler un paquet de dossiers parce que c'est souvent du cas par cas. Oui, c'est autorisé sur l'ensemble du territoire, mais c'est compliqué bien souvent. Et moi, je suis très heureux d'avoir travaillé des dossiers avec des grands-parents, avec des mamans, des parents et des petits-enfants pour leur avoir permis de réaliser leurs rêves et d'aménager la maison en bigénération pour rapprocher les familles. Merci beaucoup, M. Gosselin. Merci. Alors, on va tout de suite enchaîner avec le thème numéro 4, la sécurité des aînés. Alors, vous le savez, les aînés ont tendance à s'isoler et s'empêchent souvent de participer socialement parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans la ville. Et plusieurs éléments, je vais en nommer plusieurs, contribuent à un sentiment d'insécurité. Par exemple, l'hiver, des trottoirs glacés, mal déneigés au coin des intersections, des andins devant les abribus et les trottoirs, un déficit de présence policière, un éclairage insuffisant des lieux publics et des éléments de signalisation, un manque de trottoirs dans plusieurs secteurs de la ville, la dégradation du mobilier urbain, l'insuffisance de toilettes publiques, on l'a vu pendant la pandémie, les îlots de chaleur malgré l'augmentation des canicules et le fait que plusieurs bâtiments municipaux ne sont toujours pas accessibles de façon universelle aux personnes à mobilité réduite, que ce soit des aînés ou des jeunes familles. Alors, qu'est-ce que votre parti envisage pour renforcer la sécurité des aînés dans la ville? Madame Smith, tout d'abord. C'est une excellente question et je comprends très bien ce que les années ont subi parce que moi je n'ai pas d'auto. Moi, je suis usager de transport en commun puis actif et je vis cette réalité-là. Donc, la question de sécurité, pour nous, c'est vraiment fondamental. Il y a plusieurs aspects sur lesquels on veut agir. D'abord, la sécurité routière et la mobilité. On s'engage à ne jamais refaire une rue à l'identique, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre une rue pour les travaux ou des gars ou en profiter pour ajouter un trottoir, ajouter une traversée sécurisée et ajouter le mobilier urbain, donc les bancs pour s'asseoir, qui sont aussi agréables. Je sais, il y a certains mobiliers urbains, surtout qu'une route de l'église, les bancs, mais ils sont soit pas déneigés ou ils sont tellement proches de la route que c'est pas sécurisant du tout de s'installer et s'asseoir. Donc, on veut aussi ajouter l'essai pour réduire l'espace des traverses piétons. Pour le déneigement, l'hiver, il y a un changement de culture à opérer à Québec. C'est fondamental car, vous le dites bien,
on sent que les entreprises qui effectuent le déneigement soucient peu des trottoirs et des intersections et vraiment pas les arrêts d'autobus non plus. Moi, j'apporte mon fils à la garderie, souvent soit par autobus ou à pied. Et je peux vous dire que juste amener le bébé par traîneau, un traîneau, c'est une technologie qui est faite justement pour la neige, c'est un sport extrême. De traverser des bancs de neige, et je suis comme jusqu'à mes hanches en neige, là, et contrôler tout le trafic autour, c'est pas de sécurisante, c'est vraiment un travail de militante que je fais quand je fais ça. Donc, pour les personnes à mobilité réduite, toutes les années, oubliez ça, on ne sort pas l'hiver et ça, c'est absolument inacceptable. Donc, pour le déneigement l'hiver, on s'engage de vraiment changer de culture. On s'engage aussi que les trottoirs soient déneigés en priorité. Et est-ce que la façon dont on a subi les contrats de déneigement soit revue pour éviter toujours passer par les sous-contractants? On sait qu'il y a plein de plaintes au 311 qui ne sont pas nécessairement les réponses. Et c'est vraiment de ramener une culture de « Hey, vous êtes des déneigeurs, là, faites avoir une fierté sur votre travail et ne pas juste pousser des contractants d'offrir plus de services pour moins de prix. Là. Il faut absolument changer de culture. Et pour ce qui est de l'accessibilité universelle, on s'engage à adopter une politique d'accessibilité universelle qui sera développée avec les organismes, ce qui n'existe pas présentement. C'est juste une vision. Merci beaucoup, Mme Smith. Merci. On enchaîne avec Mme Villeneuve, s'il vous plaît. Je veux juste souligner d'entrée de jeu que la vision, c'est un peu une politique. C'est juste que c'est plus ouvert qu'une politique. C'est moi qui ai choisi le terme. Puis c'est une question de mots parce que c'est le même principe que la politique de Montréal. Mais pour moi, une vision, c'est beaucoup plus large. Puis ça nous permet un peu plus d'agilité. Donc, et c'est déjà fait avec les partenaires également, dont la QDA. Alors, je tiens à mentionner d'abord qu'au niveau du sentiment de sécurité, nous, on fait des sondages réguliers auprès de la population et particulièrement auprès des aînés. C'est assez élevé. Puis d'ailleurs, on s'est classé 4e là, au rang mondial des villes les plus sûres par une base de données mondiale là, avec la criminalité, la qualité des soins de santé, l'indice de prix à la consommation. Par contre, je suis d'accord qu'il ne faut pas baisser la garde et poursuivre dans le même sens. Évidemment, comme ville, dans le respect de nos champs des compétences, je peux vous dire que depuis 2017, on a fait énormément. Entre autres, on a augmenté le temps de traverse de plus d'une dizaine d'intersections. On a installé 34 nouveaux signaux sonores, puis d'autres s'en viennent dans les prochains mois. Et puis, on a fait aussi notre fameux projet là, à la rencontre des aînés où nos policiers et des étudiants techniques policières ont été rencontrés 6405 personnes aînées pour signaler 105 incidents et d'ouvrir 31 dossiers en matière de maltraitance. Puis ce qu'on souhaite, c'est augmenter la cadence, évidemment, et on va y arriver avec l'aide de nos nombreux partenaires. Puis, concernant la neige, on a augmenté le niveau de déneigement autour des grands générateurs de déplacement, donc pour tous, écoles, hôpitaux, artères commerciales, via notre nouvelle politique de déneigement. Et en tout cas, pour ma part, comme élue, j'ai eu énormément de bons commentaires juste à notre première saison. Puis ce qu'on souhaite, c'est évidemment s'améliorer de façon exponentielle d'année en année. J'aimerais aussi ajouter un dossier important que j'ai piloté avec M. Bussière. C'est le nouveau panier de services qu'on offre aux 600 organismes de la Ville de Québec. On l'a bonifié de 3,2 millions. De ce montant-là, il y a 2,3 millions qui s'est investi annuellement directement dans les programmes. Donc, on a triplé le montant actuel. Et à ce montant, on ajoute 1 million de revenus qu'on n'ira pas chercher parce que dès janvier 2022, dans tous les arrondissements, les locaux seront gratuits pour tous nos organismes. Donc, ces montants-là, moi, je ne lance pas un montant dans les airs, dire en plus, on va aller financer les missions de base, qui est un champ de compétences du provincial. Dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans des programmes bien définis et ce panier de services-là, on l'a élaboré avec les organismes aînés, avec les organismes partenaires. Donc, on ne sort pas ça d'un chapeau nulle part, on sait que ça répond aux besoins.
Et puis, l'économie là, que tous les organismes vont faire, entre autres avec les locaux qui sont gratuits partout sur le territoire, c'est les premiers à bénéficier, c'est les citoyens et aussi les aînés, évidemment. Et on pense que les services offerts par nos organismes de loisirs, de culture, etc., ça sont essentiels pour briser et prévenir l'isolement social des aînés. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Monsieur Gosselin, s'il vous plaît, on revient à vous. Oui, merci. On est toujours sur la sécurité des aînés, hein? Oui. OK, juste pour être certain. Québec est une ville sécuritaire. Elle peut toujours l'être plus, évidemment. Et moi, depuis 4 ans, comme conseiller municipal, mais aussi comme chef d'opposition officielle, beaucoup de citoyens me disent on veut voir plus de présence policière. Ce n'est pas surprenant, mais en même temps, ça peut être un peu particulier parce qu'on pourrait penser que les citoyens voudraient voir moins de présence policière. Mais c'est exactement l'inverse. Donc, les gens nous disent régulièrement on ne voit plus de police. Avant, on voyait de la police, on ne voit plus de police. Nous, on avait proposé de ramener les postes de police dans les quartiers, de décentraliser l'organisation des forces policières. L'administration en place a décidé d'y aller dans un autre sens. Mais je tenais quand même à le mentionner parce que ça revient souvent. Les citoyens nous en parlent beaucoup. Lorsque j'entends parler de trottoirs glacés et mal déneigés, ça fait l'objet de nombreuses plaintes. Ça augmente. Ma collègue a parlé de la nouvelle politique de déneigement. Ça, c'est une demande qui est venue de nous, de Québec 21. On disait, dès notre entrée à l'Hôtel de Ville, ça prend une nouvelle politique de déneigement. Le service n'est pas adéquat. Québec est une ville d'hiver. On devrait être un exemple, un modèle pour la planète, mais ce n'est pas le cas. Ancienne-Lorette est mieux déneigée que Québec. Pas normal. Le fait que l'administration en place ait centralisé un paquet de décisions aussi par rapport au déneigement, ça n'a pas amélioré le service. Mais bref, la Ville a quand même décidé d'y aller avec une nouvelle politique de déneigement. Heureusement pour tout le monde, l'hiver dernier, il n'y a presque pas neigé. Donc, ça a donné évidemment des bons résultats, mais ce qui est important, il faut que ça devienne une priorité. C'est un service de base. L'hiver, c'est pas comme les Olympiques, hein, ça ne revient pas aux 4 ans. À Québec, ça revient à tous les ans. Et il neige en moyenne, grosso modo, là, 300 cm par année. Donc, on devrait être une sommité en termes de gestion de la neige. Autre point que j'ai vu dans votre liste, les îlots de chaleur. Vous allez peut-être la trouver facile, là, mais elle l'est aussi. La Ville de Québec, avec les 4 autres parties à part Québec 21, s'apprête à implanter un méga projet d'îlots de chaleur sur 19,3 km avec le projet de tramway où on va venir abattre plus de 1700 arbres et venir mettre une dalle de béton, là, créer des îlots de chaleur comme ça à travers la ville, séparer les quartiers. Donc, évidemment que nous, avec notre projet de métro léger souterrain, on va non seulement garder nos arbres, mais on ne créera pas de nouveaux îlots de chaleur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Gosselin. Alors, on enchaîne avec monsieur Jean Rousseau. Monsieur Rousseau, s'il vous plaît. Merci à vous. La notion de sécurité, elle se décline de plusieurs façons, c'est-à-dire dans la sécurité des aménagements, sécurité lors de déneigement, cette présence policière perçue, mais également dans certains services que l'on pourrait avoir quand on est seul. Je veux parler de la police. On était dans le secteur de Lac-Saint-Aimé dernièrement, un personne âgée qui se promenait, mais en début de soirée, plus dans la rue que dans le parc qui était disponible. Question, pourquoi n'y allez-vous pas? Écoutez, c'est mal éclairé pour moi. Je ne vois pas de policiers ici. Alors, pour moi, je n'ai pas confiance. Oui, la sécurité, ça se calcule en nombre d'agressions et autres, mais c'est aussi une perception. Et pour nous, à Démocratie Québec, on veut renouveler la présence de policiers, une police communautaire. Certains soirs, il n'y a aucune autopatrouille dans certains secteurs, peu importe ce qu'on dit. Les gens le savent, il y a certains secteurs où on ne voit pas de policiers. Donc, une présence communautaire, accessible, pour que les gens puissent leur parler, créer ce qu'on appelle le BI, que les gens sachent. En ce qui concerne le déneigement, j'ai mis de l'avant une politique du déneigement qui s'intitule « Tous égaux face à la neige », ainsi qu'une politique d'accessibilité universelle dans le cadre de ce débat. Pour le déneigement, nous avons mis de l'avant un certain nombre de principes, c'est-à-dire considérer les catégories d'usagers les plus vulnérables dans l'élaboration d'une nouvelle politique, prioriser ces usagers, s'adapter aux particularités des quartiers, notamment les quartiers centraux, faire preuve de transparence dans les processus de déneigement, cibler des zones d'intervention pour le déneigement d'une façon à ne pas pénaliser un quartier complet et informer les citoyens en temps réel. Tous
devrait être gagnant. Dans le cadre de la priorisation, une forte concentration de personnes âgées de mobilité réduite devrait conduire à des actions prioritaires en termes de déneigement. Le nettoyage des trottoirs devrait se faire des deux côtés de la rue et non pas d'un seul. J'ai rencontré des personnes âgées ou à mobilité réduite qui étaient restées chez elles, emprisonnées, c'est le cas de le dire, pendant 3 jours parce que les trottoirs n'étaient pas déneigés, parce que le STAC, le service de transport adapté, n'était pas en mesure d'abaisser sa plateforme. Notre déneigement sera orienté en fonction des besoins des plus démunis, c'est-à-dire que nous devons nettoyer les trottoirs en priorité et les axes de transport collectif avant les grands axes routiers. C'est là une politique responsable envers les aînés et les personnes à mobilité réduite. Les aménagements des trottoirs, 2 à 3 cm peuvent faire toute la différence pour une personne à mobilité réduite. Et comprenons-nous bien, ça va de la poussette à la marchette. Il y a entre 60 000 et 80 000 personnes qui sont à mobilité réduite ici à Québec de tous âges. Et elles ont des besoins qui peuvent constituer des problèmes insurmontables. Combien de fois je suis intervenu au conseil de ville pour demander des passages piétons adaptés lorsqu'il y a des chantiers de construction? On les invoque toujours, le fait qu'on n'a pas la documentation, qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est fascinant. Un chantier aussi important que celui du Hilton, on dit « Ah, ben non, ça relève du gouvernement du Québec, on ne peut pas intervenir. » C'est faux. Nous avons les possibilités, nous pouvons le faire. En ce qui concerne, oui, je vais finir rapidement. J'ai mis de l'avant aussi une politique de responsabilité sociale des entreprises pour qu'elles celles-ci s'occupent mieux de leurs travailleurs. Et dans ce type de responsabilité, on va demander à ce que les employés puissent contribuer bénévolement à certains services, dont l'aide aux personnes aînées, des personnes seules, qu'on puisse les rendre visite et puisse les aider si cela est nécessaire. Merci. Merci beaucoup, M. Rousseau. Merci. Alors voilà, et voilà sur ce quatrième et avant-dernier thème, on entend maintenant M. Marchand, s'il vous plaît. Merci, Mme Guenette. Vous avez nommé un paquet de problématiques qui sont nommées souvent par les aînés, pas juste par les associations, là. Et les collègues ont repris beaucoup de ces problématiques-là. Il y a Mme Villeneuve qui nous a dit que tout était parfait, tout allait bien, alors que ce n'est pas ce que les aînés disent. Moi, je cautionne qu'il faut améliorer le déneigement. C'est vrai ce que M. Rousseau disait. Il y a des aînés, l'hiver venu, quand arrivent des tempêtes ou des périodes de neige, qui restent chez elles, chez eux, parce qu'elles n'ont pas la sécurité de pouvoir sortir ou elles n'ont pas la capacité de pouvoir sortir faute d'un déneigement adéquat. Ça, c'est problématique. C'est problématique pour plusieurs raisons. Là. Pour d'abord la capacité de répondre à ses besoins, la capacité de socialiser, la capacité de vivre dans une communauté. Si on est pris chez soi, si on est emprisonné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut nécessairement améliorer ça. Allonger les lumières aux intersections, c'est une promesse qu'on a faite. Créer des toilettes, mettre des toilettes publiques dans des endroits où il en manque. Améliorer l'éclairage dans les parcs et dans les milieux de vie. Avoir des placettes animées où les gens peuvent se rencontrer et se rencontrer en sécurité. Avoir du mobilier adapté dans nos aménagements. Il y a des aînés, et souvent on oublie cette question-là. Il y a des aînés pour qui c'est facile de se déplacer, et il y en a d'autres qui ont besoin de prendre des pauses lors de ces déplacements. Ils ont besoin de retrouver des mobiliers qui vont leur permettre de prendre ces pauses-là à des fréquences qui vont les garder actifs, mais qui vont tenir compte de leur capacité ou de leurs difficultés. Avoir des trottoirs mieux aménagés, mieux situés dans la cité pour faire en sorte que cette ville-là, elle soit une ville qui parle à ses aînés et qui disent à ses aînés dans des actions concrètes, il y a une place pour vous ici, et on va bâtir cette ville-là avec vous, avec vos réalités. Et chez les aînés, il y a de toutes les réalités. Alors, il y a des aînés qui ont des enjeux de mobilité, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais en considérant l'ensemble des besoins, on va créer une ville qui va être beaucoup plus inclusive. Le sentiment de sécurité, il vient aussi par un filet social. Plus on travaille le filet social, plus on a l'impression d'appartenir à une communauté, mieux on connaît les gens autour de soi, plus ce réseau-là est fort, nécessairement, plus on contribue à ce sentiment de sécurité et à ce désir et à ce goût de participer à une communauté. On veut ajouter de la formation pour les employés de la ville pour reconnaître la négligence ou des éléments liés à la négligence ou liés à des éléments qui pourraient nous amener une vigilance, un volet sentinelle, pour faire en sorte qu'on soit capable d'identifier où dans la ville on peut améliorer nos situations, on peut améliorer l'aménagement, mais où dans la ville, on peut aussi faire en sorte que des aînés se sentent plus en sécurité dans leur quartier et soient contributifs dans ce quartier-là. Pour nous, c'est fondamental que la place des aînés dans ce qu'on construit, elle doit se faire, entre autres, par les aménagements, jusqu'à la contribution qu'on va leur permettre. Si tu n'es pas capable de te rendre dans un lieu, tu n'es nécessairement pas capable d'y participer. Et ça, pour nous, c'est quelque chose à définitivement changer.
Voilà, merci beaucoup, M. Marchand. Et déjà, vous le dites, là, les enjeux de sécurité et de mobilité sont liés étroitement. Alors, on va terminer avec ce thème des transports et des déplacements. Parlant donc de mobilité, la question cette fois est très précise. Êtes-vous favorable à la gratuité totale du transport en commun pour les aînés, quel que soit le mode, que ce soit le bus, le tramway éventuel, le troisième lien, le flexibus, le transport adapté, le métro léger? Êtes-vous prêt à donner les moyens nécessaires au RTC pour réaliser cet objectif-là? Et je vous rappelle que dans d'autres villes du Québec, c'est gratuit ou à très, très faible coût que les déplacements pour les aînés. C'est gratuit complètement à Laval, par exemple, pour les 65 ans et plus, d'après ce que j'ai lu du moins. Alors, Madame Smith, tout d'abord, à cette question, gratuité totale? Je prendrai peut-être pas 3 minutes pour dire, parce que oui, on est pour la gratuité totale de toutes sortes de transports en commun, incluant, vous n'avez pas mentionné, mais aussi la à vélo. Moi, Oui, j'ai le vélo, le mentionné transport actif, tout à c'est fait. ça, notre candidat Michel Hull, qui est une adepte de vélo électrique à 75 ans, qui est une inspiration pour nous tous, incluant moi, mais j'ai commencé de prendre à vélo régulièrement. C'est pas super donné, c'est un peu cher, mais c'est efficace. Puis j'ai des personnes âgées qui m'arrêtent en rue pour dire, puis vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai un chez moi, puis je l'adore. Donc, je pense qu'il y a vraiment une façon d'explorer et mieux investir dans ces projets-là. Mais bref, oui, on est pour la gratuité de transport en commun. Parfait. Merci beaucoup, Mme Smith. Madame Villeneuve, s'il vous plaît. Oui, merci. Eh bien, nous, on souhaite un projet pilote de tarification sociale que certains aînés, tout dépendant de leurs revenus, pourraient avoir accès. Je rappelle d'ailleurs qu'un tarif préférentiel, vous l'avez mentionné d'emblée, Mme Guénette, en fait, il existe déjà et il donne aussi l'accès à la bonne bus qui inclut à vélo. Concernant le projet pilote, on est déjà en contact, nous, avec Gatineau. On a eu une présentation du projet ECO. Moi, j'étais en lien beaucoup avec les élus de Gatineau, mais notre administration aussi a été en lien avec l'administration. Donc, nous serons prêts très, très bientôt à passer déjà en action. Cependant, en parallèle, ce qu'on dit, parce qu'on pense fermement que c'est au gouvernement provincial et les autres villes le pensent aussi, que c'est à eux de mettre de l'avant la tarification sociale et de la financer. Alors, nous serons en plus en groupe avec d'autres villes qui nous ont déjà confirmé leur présence lors de ces démarches de lobbying auprès du gouvernement provincial à ce sujet. Au niveau de la mobilité, bien évidemment, le plan d'accessibilité. Madame Villeneuve, concrètement, le projet pilote de tarification sociale, ça voudrait dire quel tarif pour les personnes de 65 ans et plus comme moi? Ça pourrait se manifester par quel tarif? Ce qu'on souhaite, c'est on vous reviendra avec le pourcentage définitif. On est encore en train d'élaborer ça avec les différents projets des différentes villes, puis voir aussi en parallèle avec nos démarches du gouvernement provincial, on sera en mesure de vous revenir. Je ne vous lancerai pas des chiffres comme ça dans les airs. Moi, quand je vais revenir avec un vrai chiffre, ça va être celui qu'on va mettre en place puis que vous allez payer directement au dépanneur. Je vous laisse poursuivre. Je vous interromps. Allez-y. Alors, puis, concernant la mobilité en général, notre plan d'accessibilité universelle, il intègre énormément d'actions, même des actions que les collègues ont nommées, qui sont déjà dans le plan, même depuis 2017. Là, j'ai entendu certains éléments, dont les traverses piétonnes. Donc, je vous invite à aller vraiment le lire. Il y a énormément de contenu qui concerne l'ensemble des citoyens, mais aussi les personnes aînées actives ou avec des limitations physiques. Donc, ce qu'on s'engage, évidemment, c'est de le mettre en œuvre comme on l'a fait pour les derniers. Mais en plus, ce qu'on a toujours fait, c'est de le bonifier en cours de route, puis quand même atteindre nos objectifs de réalisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Gosselin, maintenant, s'il vous plaît. Bon, pour répondre à votre question, la gratuité totale, non, pour nous, ça a été discuté à l'interne. Moins cher pour les aînés, la réponse est oui. La gratuité totale, il faut comprendre le fonctionnement de comment est-ce qu'on finance le transport en commun à Québec. 33 % du budget de fonctionnement, ce sont les utilisateurs du transport en commun qui le paient.
ce sont autant les citoyens de Québec, de la périphérie aussi, les gens de Stoneham, de Bois-Châtel, de Lévis aussi, qui empruntent les véhicules du RTC, qui paient cette portion-là. Et 54 vient des taxes de l'agglomération de Québec, c'est-à-dire des payeurs de taxes de la Ville de Québec, et il y a un 3 pour ceux d'Ancienne-Lorette, 3 pour ceux de Saint-Augustin. Donc, nous, ce principe de base-là, c'est comme ça qu'on continuerait de financer le transport en commun à Québec. Aussi, il faut bonifier le transport en commun à court terme, rapidement. C'est ce qu'on plaide depuis 2017. D'ailleurs, on a fait beaucoup de représentations auprès du président du RTC. Il a finalement accepté d'ajouter 50 000 heures de service, par exemple, dans le Nord-Ouest. Ça a donné des résultats vraiment impressionnants. C'était évidemment avant la COVID, plus 10 d'achalandage dans le secteur de Val-Bélair, pour ne nommer que cet endroit-là. Donc, ça venait d'une de nos propositions. On est bien contents. Donc, advenant notre élection le 7 novembre, c'est de bonifier les parcours, de bonifier les fréquences. Et d'ailleurs, nous aurons des annonces plus précises à ce sujet-là pendant la campagne électorale. Mais c'est certain que je ne peux pas parler de transport sans parler de notre projet de métro léger VALS, qui est une alternative au projet de tramway, qui vient s'insérer dans la vision qui a été présentée par le gouvernement du Québec. Donc, on vient tout simplement remplacer le tramway par une section métro léger en Haute-Ville, en souterrain, qui nous permet de garder les arbres, et une section trambus pour venir compléter le tracé du gouvernement jusqu'à Destimoville. On met sur la vitesse, la rapidité. Si on veut qu'il y ait un transfert modal, que les gens passent de la voiture au transport en commun, il faut que ce soit rapide, à partir du point A au point B. Donc, c'est pour ça que le métro léger et le trambus est 2 fois plus rapide que autant le tramway que l'autobus. Dans les 2 cas, c'est la même vitesse, c'est 20 km/h en moyenne. C'est beaucoup plus sécuritaire, autant pour les piétons, les personnes à mobilité réduite, les vélos, les autos, les camions de déménagement, les camions de pompiers, bref. Il n'y aura pas cette fameuse plateforme, il n'y aura pas de train qui va traverser la ville, donc c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est fiable parce que c'est automatique, donc toujours à l'heure, et c'est surtout écologique. On ne touche pas aux arbres, c'est électrique, mais on ne touche pas aux arbres comme c'est le cas pour le tramway parce qu'on creuse en souterrain à l'aide de tunneliers, et des consultations dans les 100 premiers jours pour faire ce projet-là tout le monde ensemble. Et oui, l'argent sera là au rendez-vous. Les gouvernements sont d'accord pour avoir un projet de transport en commun à Québec. Les citoyens aussi. Sûrement que peut-être mes adversaires vont essayer de sortir des épouvantails, là, mais n'en est pas le cas. Notre travail à nous, c'est d'aller chercher un mandat de la population, puis après ça, convaincre le gouvernement d'aller de l'avant. Puis on convainc les citoyens tous les jours. Il va nous rester à convaincre le gouvernement, ça ne nous inquiète pas. Merci beaucoup, M. Bernstein. Merci. M. Rousseau, s'il vous plaît, maintenant. M. Rousseau. Merci. Je n'ai pas besoin de faire peur ou de parler d'épouvantail. On a juste regardé les chiffres que M. Gosselin met sur la table. 12,5 km de métro pour 11 stations. Ça veut dire 1 km en moyenne entre chaque station. Bienvenue l'hiver, bienvenue les personnes à mobilité réduite. Vous allez avoir du fun pour vous rendre à la station de métro. Il n'y a pas d'un arbre d'abattu. En tout cas, on ne sait pas comment ça marche, mais certains y croient. Donc, la réalité du transport collectif à Québec, c'est qu'il a besoin d'être amélioré. On met de l'avant, nous, un réseau d'express régional qui inclut un 3e lien sous-fluvial pour un métro, pas d'autoroute, pas 55 000 autos qui sortent du centre-ville. On veut connecter la grande région de Québec. On veut faciliter les déplacements. Le tramway en fera une partie intégrante, les axes trambus en site propre sur les autoroutes pour qu'on aille plus vite que les automobiles. Un autre ajout qui est important, c'est de penser les déplacements à l'intérieur des quartiers. Revoir notre réseau parce que les gens se déplacent à l'intérieur d'un rayon de 2,5 km. Donc ça, c'est important et nos personnes âgées en profitent de plus en plus. Concernant la tarification, nous, ce qu'on met de l'avant, Démocratie Québec, c'est 50 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Et ça se paye rapidement parce que l'augmentation du nombre d'usagers fait en sorte qu'on recoupe notre investissement. Et plus il y en aura de personnes âgées, mais plus on va réduire les tarifs. Parce que notre objectif, effectivement, est de rendre ça le plus abordable possible. Ultimement, une gratuité. Ce qui est aussi important, il faut le dire, on a beaucoup d'usagers qui prennent le STAC, le service de transport adapté. Il y a 3 ans de cela, les gens pour réserver 8 à 10 heures à l'avance. Maintenant, c'est 24 heures. C'est inacceptable. Un rendez-vous médical qui est reporté ou modifié, les usagers sont faits. Également, des usagers qui doivent se promener 2 heures et demie
lors d'un passage dans le stack, c'est inacceptable, 1 heure maximum. Donc, ça, c'est les mesures que l'on veut mettre de l'avant pour faciliter la vie. Quand on parle des citations, il faut qu'elles soient accessibles et qu'elles soient agréables. La présente administration refuse d'envisager qu'on puisse y mettre des toilettes publiques. Bien, on va en mettre des toilettes publiques, 3,5 milliards. Je pense qu'on peut installer des toilettes, et des toilettes qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça fait partie aussi des aménagements qui rendent le tout le plus agréable et le plus accessible. Autre dimension, c'est la fracture numérique. Énormément de personnes ne sont pas habiles avec un téléphone cellulaire ou autre, et on s'en va de plus en plus vers des modes de paiement électronique. Donc, il faut conserver des modes de paiement en argent comptant ou avec des outils plus manuels pour énormément de personnes qui n'ont pas cette facilité avec le numérique. Alors, c'est cette considération-là qu'il faut avoir. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Rousseau. M. Marchand, s'il vous plaît. La question du transport, on est nombreux à le dire, mais on n'a pas tous les mêmes solutions, mais c'est une question qui est vitale pour la question de la participation citoyenne des aînés. Alors oui, on a annoncé, nous, qu'on était pour une tarification sociale. Ce ne sera pas une gratuité, mais c'est une tarification sociale qui sera adaptée aux revenus des citoyens. On est pour la disponibilité des modes et l'intégration de ces modes-là, pour rendre ça facile. Parce que pour nous, le transport en commun ne peut pas répondre à toutes les exigences. Il y a différentes modalités. Parfois, on a besoin d'un taxi. Parfois, ce sera le vélo si on est plus actif. Le vélo partage, l'auto-partage. On veut intégrer l'ensemble de ces modes-là pour que pour les citoyens, les aînés notamment, ça soit plus facile d'utiliser différents modes selon leurs besoins, selon la journée, selon la température, selon si on est en hiver ou en été, et qu'on puisse, oui, se rendre parfois quelque part en transport en commun, mais qu'on puisse revenir en taxi parce qu'on a des sacs lourds pour revenir de l'épicerie ou d'ailleurs. Rendre ça facile à travers l'utilisation d'une seule carte ou d'une seule application, ce qui sera le plus facilitant pour les gens, pour faire en sorte que l'utilisation des différents types de transport soit maximisée et efficiente, pour faire en sorte que ce soit facile de se déplacer dans la ville et super facile d'utilisation. Effectivement, il faut améliorer le système de transport adapté. Il y a des récriminations qui nous sont faites, qui nous sont communiquées. Il faut le rendre plus accessible, ne serait-ce que pour avoir accès au transport adapté. Toute la question de la demande médicale, qui est une demande qui est lourde, pour laquelle les médecins ont peu d'appétit à remplir ce type de demande, souvent mettent en attente les citoyens. Donc, ça fait en sorte que ceux qui en ont besoin n'y ont pas accès, ou ça peut prendre du temps à y avoir accès. Alors, on vise à revoir l'ensemble des règles pour encore là rendre ça simple et efficace, pour que ceux qui en ont besoin puissent y avoir accès et puissent se déplacer. Et comme le disait M. Rousseau, que ça soit beaucoup plus rapide et agile pour ces gens-là. Parce que se bouger, se mouvoir dans la ville, c'est aussi participer, c'est aussi être partie prenante et intégrante de cette ville-là. Le transport, c'est une question importante. La mobilité, c'est une question importante. Et pour les aînés, je pense que c'est un des enjeux, on en a nommé d'autres, mais c'est un des enjeux prioritaires. Et on va s'y attaquer, on va être innovant, on va trouver des solutions qui vont faire en sorte que peu importe où on se retrouve dans la ville, peu importe le quartier où nous sommes, il y aura des façons de pouvoir se déplacer de façon agile et simple pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Marchand. Merci. Alors, voilà ce qui complétait vos réponses au thème numéro 5, portant sur les transports et les déplacements. Nous avons maintenant un thème ouvert. Nous avons encore près de 10 minutes devant nous. Alors, écoutez, j'aimerais vous demander en 30 secondes, 1 minute, peut-être vraiment le maximum, pourquoi voter pour vous? Quel est le meilleur argument que vous pouvez donner à tous les gens qui nous regardent maintenant, les citoyens, les citoyennes, pour les convaincre de choisir votre parti, de vous choisir pour être le prochain maire ou la prochaine mairesse de Québec? Alors, on commence avec Mme Villeneuve. Vous ne seriez pas mairesse, mais vous seriez là. Allez-y. Mme Villeneuve, c'est exactement. Alors, pourquoi? Bien, pour le parti de l'expérience qui sera en mesure de diriger la ville au lendemain du 17 novembre. On ne fait pas de promesses qu'on ne pourra pas tenir par manque de connaissance de l'appareil municipal. Et à l'inverse, on ne fait pas des promesses qui existent déjà, comme les plans toilettes qui sont noirs sur blanc dans notre plan d'accessibilité universelle. Clairement, M. Rousseau n'a pas lu mon document. Je suis déçue. Notre équipe, et c'est aussi une équipe intergénérationnelle de 27 ans à 72 ans. On aurait voulu l'inventer, puis on n'aurait pas été capable. Je vous laisse deviner qui a l'âge de 72 ans, ça ne paraît pas du tout. Les comités que je vous ai énumérés tout à l'heure, les plans, bien, j'y ai participé, je les connais, je connais les enjeux, mon équipe les connaît. Puis moi, j'étais présente en 2010 lorsque nous sommes devenus MADA, j'y étais recherchiste. Pour qui vous pensez? Eh bien, pour Marie-Josée Savard, qui en était responsable. Alors, je pense... en fait, je suis assurée que la meilleure équipe pour vous assurer d'avoir la place qui vous revient,
c'est nous. Et la mairesse qui connaît le mieux la réalité des aînés et qui a à cœur la reconnaissance de notre rapport à la Ville de Québec, de votre rapport à la Ville de Québec, c'est Marie-Josée Savard. Merci, Mme Villeneuve. Monsieur Gosselin, s'il vous plaît, votre meilleur argument. Oui, merci. Bien, merci beaucoup pour l'organisation de cette table. Merci aux collègues aussi. Merci à tous les gens aussi qui étaient présents. C'était très agréable. Bien content d'avoir été là. Je veux être un maire dont la porte sera toujours ouverte. Pour moi, une société qui se respecte commence en respectant ses aînés, les gens qui ont bâti notre ville, qui ont bâti notre société et qui veulent continuer aussi d'être impliqués, de faire partie des solutions. Notre parti se distingue principalement sur les 3 thèmes majeurs. Je sais que c'est des thèmes qui sont un peu plus généraux, mais certainement qui intéressent les aînés aussi. Nous sommes le seul parti à proposer un gel de taxes pour les 2 premières années. Donc, ça, c'est de l'argent de plus que vous gardez dans vos poches. Aussi, nous avons l'équipe formée pour la relance économique post-COVID. Au sortir de la pandémie, ça n'a pas été facile, surtout pas pour les aînés. Si je pense à mes parents, on a hâte que ça reprenne pour vrai, mais au moins, là, on commence à pouvoir se revoir plus souvent. Mais la relance économique post-COVID, ça prend une équipe qui va être prête à diriger la ville dès le jour 1, et nous avons cette équipe formée d'ingénieurs, d'entrepreneurs, d'experts dans leur domaine. Et évidemment, notre projet qui se distingue du projet des 4 autres, là, qui est le tramway avec le métro léger. Et juste pour répliquer rapidement à M. Rousseau, les stations dont nous avons présenté la vision, ce sont les mêmes stations que le tramway. Donc, si M. Rousseau trouve que c'est trop loin marcher pour nos stations, c'est les mêmes distances que le tramway qui est sur la table présentement. Mais c'est pourquoi il faut consulter les citoyens dans les 100 premiers jours de notre administration pour venir décider exactement le nombre de stations et l'emplacement des stations. Et je prends juste un exemple, la résidence champenoise à Hauteville. Présentement, les gens demandent à ce que la station soit plus près de leur résidence. Donc, c'est pour ça qu'il faut retourner consulter. Ça s'arrête là, M. Gosselin. On doit vraiment conclure très bientôt. Merci à vous. M. Rousseau, s'il vous plaît. Et merci pour les organisateurs de cette belle période d'échange et aussi de compréhension des enjeux des aînés. Personnellement, ma contribution, je suis un scientifique de formation. J'ai travaillé près de 10 ans en santé publique. Et parmi les travaux que j'ai faits, c'était les risques de chute. Une personne qui a une fracture de la hanche 70 ans et plus, en dedans de l'année, 50% vont mourir. Et ça, c'est la responsabilité de la Ville de faire des aménagements qui vont faire en sorte que les aînés survivent à l'hiver, survivent à des aménagements qui sont inadaptés. Vous avez ma parole, mais plus que ça, j'ai une équipe composée de personnes retraitées, de personnes de toute expérience. J'ai une personne qui a été préposée aux bénéficiaires et qui comprend quelles sont les dures réalités que vous pouvez vivre. Cette sensibilité, c'est le respect. C'est aussi l'expertise que j'ai acquise au cours de ces 4 dernières années. Et vous pouvez compter sur mon écoute. Certains font un gros show, moi je livre. Merci. Merci beaucoup, M. Rousseau. M. Marchand, s'il vous plaît. La place des aînés dans une ville, c'est tributaire de la volonté, entre autres, du maire ou de la mairesse. Ma volonté sera inébranlable. Et j'en veux pour preuve ce que j'ai fait dans mon parcours. Quand j'étais en prévention du suicide, avec l'équipe, on a mis de l'avant un programme important de prévention du suicide chez les aînés, qui s'appelait « Les aînés ne sont pas seulement notre passé, mais ils sont aussi notre présent et notre futur », et j'y crois profondément. À Centraide, on a travaillé différents thèmes avec différentes organisations pour faire en sorte que ce filet social ne laisse personne tomber entre les mailles du filet, notamment les aînés qui sont importants dans nos communautés. Alors, en ce sens, vous aurez mon engagement inébranlable, vous avez ma parole. Je compte faire en sorte que cette ville retrouve ses lettres de noblesse en matière d'intégration, en matière de participation, en matière de faire un tout avec l'ensemble des aînés de la ville. Pour moi, c'est fondamental et très important. Merci, M. Marchand. Et Mme Smith, c'est à vous. Vous avez le dernier mot de ce dernier tour, Mme Smith. Je voulais juste, il y avait certains de mes collègues qui avaient fait un commentaire sur Mme Savard et son absence. Et je voulais juste jouer un peu la défense pour elle parce qu'on avait discuté hier du fait qu'elle venait de perdre sa belle-mère. Et puis, elle a quand même la force de continuer avec sa campagne. Puis, on avait parlé aussi du fait qu'on est tous les deux des mamans. Puis, c'est quoi d'être une maman avec les jeunes enfants. Puis je peux vous dire qu'avec le COVID, moi, je suis vraiment en déficit des années. Je m'ennuie de ma belle-mère terriblement, puis ma mère. Puis je veux juste dire que si Mme Savard a envoyé Mme Amélie Villeneuve, qui est vraiment sur le coche sur ses dossiers,
je pense que c'est à son honneur de ne pas jouer Superwoman et être une humaine à base de toute cette campagne-là, parce qu'elle a vraiment beaucoup de force de continuer et je l'applaudis énormément. Et juste pour dire, pour conclure, je veux juste dire que, en fait, pourquoi voter pour nous dans les mots de une de nos années de doyenne de notre parti, Elizabeth Germain, c'est simple, parce que chez Transition Québec, on veut prendre soin des gens et de la planète. Merci beaucoup, Mme Smith. Merci beaucoup à vous 5. Alors, écoutez, je vais me tourner de nouveau, comme au tout début, vers Judith Gagnon, Mme Gagnon, qui est présidente de la table de concertation des personnes aînées de la capitale nationale. Alors, Mme Gagnon, est-ce que vous avez obtenu des réponses claires et celles que vous vouliez à vos questions? En tout cas, vous avez été parfait. Il y a eu beaucoup d'énoncés qui sont très importants. Mais avant d'en parler, vous savez que ce débat-là, si la table l'a réalisé, c'est à la demande de plusieurs groupes aînés. Il y a plusieurs aînés qui nous ont dit, écoutez, c'est important, on veut participer. Alors, on ne l'a pas fait comme ça. On a répondu à une demande. Puis, ce qui est aussi très important, c'est de vous dire, c'est que les questions ont été faites avec un comité. Alors, on a travaillé fort pour avoir des questions qui rejoignent l'ensemble des secteurs. Puis, il y a une chose aussi que j'ai entendue qui est fort intéressante. Les élus municipaux, c'est important leur voix. Quand les élus municipaux disent, pour nous, les aînés, c'est important. C'est important, on y tient, il y a une participation dans la ville, c'est ça qu'on veut entendre. On veut entendre les élus municipaux se commettre et dire, on est une ville inclusive, le vivre ensemble avec toutes les catégories d'âge, et ça, je l'ai entendu. J'ai aussi à vous dire qu'à la table, on a un dada, puis c'est moi qui l'ai amené en 2016. On disait, et on a toujours dit, les aînés force d'avenir. Vous voyez, on a réalisé le débat, on est là, on est capable de bien agir. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les commissions permanentes pour les aînés. Aussi que les élus se déplacent et viennent voir dans les quartiers, dans les endroits, ce qui se passe au niveau des aînés. Qu'on ait une voix aussi, pas seulement quand on veut nous interroger sur quelque chose, mais tout le temps. Aussi un lieu, un centre pour les aînés, Ville de Laval, une place des aînés, et c'est très intéressant. Alors, Québec, une belle ville comme Québec, on devrait avoir une véritable place des aînés. Ça serait très important. Une autre chose qui a été plaisante à mes oreilles, une tribune pour les aînés. Ça fait des années qu'on demande une tribune pour les aînés. Les aînés non regroupés l'ont demandé. Il faut avoir une voix. Il faut être capable de prendre la parole sur des enjeux, pas qu'on nous dicte, mais nos enjeux. Puis ça, c'est clairement la volonté de plusieurs aînés. Aussi, vieillir dans les quartiers, c'est important. Quand on expatrie quelqu'un, Régent Hébert le disait, ça le fait mourir. C'est comme un vieux chêne qu'on transplante, ça ne marche plus. Les services de proximité, c'est fort important de penser un cadre. Puis les gens veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Vous l'avez mentionné, la ville devrait s'organiser pour que ce soit possible. Parce que, tu sais, quand on s'en va dans un endroit où c'est juste des aînés, puis qu'on est c'est plus difficile, bien, on déshumanise. Ça, vous en avez parlé. Logement, habitat, vous en avez parlé. Je voudrais revenir aussi, il y en a qui ont parlé, et politique de reconnaissance de la ville auprès des groupes, il faudrait l'élargir parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont été bannis de cette politique-là, on ne sait pas pourquoi, puis il faudrait revoir aussi les cases, c'est important. On a parlé aussi de fiducie d'utilité sociale parce que ça amène de la croissance, puis ça amène des choses. Ça, c'est important. Soutien aux organismes communautaires. C'est important, on est les pierres de la voie sociale. Si on n'existe plus, bien, ce n'est pas juste les fonctionnaires du haut qui sont capables de faire quelque chose. Ça, vous l'avez nommé.
J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se concrétiser. Les rénovictions, ça n'a pas de bon sens. Les gens qui sont obligés de partir de logement après des années, on fait quoi? On va faire quoi pour aider ces gens-là? C'est vraiment très important. Le bigénérationnel, c'est important aussi, les logements sociaux, ça, vous l'avez parlé. Puis la sécurité des aînés, vous en avez parlé aussi, c'est important. C'est important d'avoir, puis ça, c'est fou, hein? Présence policière, très important. Moi-même, je me promenais dans des parcs le soir, pas un chat, pas rien. Puis il y avait toutes sortes de monde, j'étais inquiète. Puis je me mets dans le lot. Puis il y en a beaucoup d'aînés qui disent, on n'y va plus. On aimerait ça avoir comme un petit peu de sécurité. On ne sait pas ce qui se passe. Ouvrez la télévision, il y a plein d'attentats, il y a plein de choses. On en veut, la police. Déneigement, ça, combien de fois on l'a dit. Les toilettes, très important. Du mobilier urbain pour s'asseoir. Il y en a qui ne sont pas capables de faire des grands bouts, mais qui seraient tellement contents de marcher dans leur ville. Pour conclure, Mme Gagnon, sur la mobilité, qu'est-ce que vous retenez? Oui. Oui, bien, je retiens que vous avez tous des bonnes intentions. Puis, je retiens que le groupe qui va être élu va bien considérer les aînés et je retiens aussi que la place des aînés est importante dans la Ville de Québec. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Alors, écoutez, on vous avait promis un débat d'à peu près 1h30, donc on arrive à la conclusion. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci aux représentants des partis, bien sûr. Et j'ai envie de dire merci à vous tous devant vos écrans ou devant nous aujourd'hui. Merci de faire vivre la démocratie municipale. C'est essentiel. Alors, bonne fin de journée à tous et à toutes et à la prochaine. On se revoit le 7 novembre.